Et bonjour à tous, merci d'être venus. Bienvenue au grand tour de ce jeudi 3 avril. Aujourd'hui, donc, c'est Florian Collard, un des assistants du service, qui nous propose un cas, malaise récurrent chez une patiente de 63 ans atteinte de cancer du pancréas. Donc, comme le titre l'indique, je vais vous présenter le cas d'une patiente de 63 ans qui est suivie ici dans l'institution pour un cancer du pancréas et qui s'est présentée aux urgences pour un bilan de malaise. Donc, à l'anamnèse, elle rapporte deux épisodes de malaise un peu à l'emporte-pièce. On note deux chutes avec une perte de posture, avec pas vraiment de franche perte de connaissance, des épisodes un peu de désorientation et une relative perte de contact, qu'une récupération assez rapide en moins d'une minute. Elle rapporte pas de prodrome, pas de symptômes lipothymiques, pas de céphalée, pas de nausées, de vomissements, pas de vertige. Le mari était présent, donc il était témoin. Il n'a pas rapporté de mouvements tonico-cloniques, de perte d'urine ou de morsure de langue. La patiente rapporte une amnésie totale des faits euh, depuis lors, mais elle rapporte une relative asthénie. Et alors, il y a une notion de paresthésie dans le membre supérieur gauche, au niveau de l'avant-bras et jusqu'au doigt. Donc, fait l'interrogatoire systématique, on ne note pas grand-chose de particulier. Elle n'a pas eu de pyrexie ou de frisson. Elle ne présente pas de céphalée, pas de vertige, comme je l'ai dit plus tôt, pas de nausée ou de vomissement. Elle n'a pas de plainte respiratoire, pas de douleur thoracique, pas de palpitation. Pas de douleur abdominale non plus, ni de plainte urinaire. Ce qui est important de noter, c'est qu'elle a été mise sous antibiotiques 2 semaines auparavant, donc sous Avelox pour un épisode de bronchite, et qu'elle a été mise sous NOAC une semaine auparavant pour une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. Alors, en dehors de cette néoplasie pancréatique, la patiente est connue également avec une néoplasie mammaire gauche qui avait été traitée par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie adjuvante en 2004. Elle a également un antécédent de choc septique après drainage des voies biliaires lors du bilan diagnostic de son cancer pancréatique en octobre. Et c'est également une patiente qui est connue avec une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie et un syndrome du canal carpien. C'est une patiente qui fume activement 10 à 15 cigarettes par jour, qui ne boit pas et qui n'a pas d'allergie connue. Au niveau de ses traitements, elle n'a pas beaucoup de traitements. Elle prend du Coversyl pour sa tension, du Pentomède, de la rosuvastatine, et donc elle a été mise sous Xarelto une semaine auparavant, comme je l'ai dit juste avant. Pour remettre un peu de contexte oncologique, donc, son cancer du pancréas a été diagnostiqué 3 mois plus tôt. Le bilan a permis de mettre en évidence que c'était un adénocarcinome pancréatique avec des métastases au niveau hépatique de stade T3, N1, M1. J'ai ici remis les images de son bilan d'extension initial où on voit la lésion primitive ici avec l'infiltration hépatique. Au niveau de ses traitements, elle avait déjà reçu 3 cycles de FOLFIRINOX, donc de chimiothérapie par oxaliplatine, irinotécan et 5-fluorouracil euh, dans le décours du bilan d'extension. Et le bilan après ces 3 cycles avait montré une progression des lésions hépatiques. Et donc, elle avait été mise sous une deuxième ligne de chimiothérapie par gemcitabine et Abraxane, euh, sous laquelle elle était en cours de deuxième cycle lorsqu'elle s'est présentée aux urgences. Il est également important de noter que c'est une patiente qui avait été hospitalisée 1 mois et demi plus tôt dans un contexte de dénutrition sévère avec une cachexie et qu'elle avait nécessité un support nutritionnel entéral temporaire avec un retour à domicile avec une sonde nasogastrique dont elle était sevrée quand elle s'est présentée aux urgences. Donc j'ai refait une ligne du temps pour être un peu plus clair là-dessus. Donc on voit son diagnostic d'adénocarcinome pancréatique en octobre, suivi de ses 3 cycles de FOLFIRINOX jusque fin novembre, avec un PET scan début décembre qui montrait une progression au niveau hépatique et la deuxième ligne de traitement débutée depuis lors. L'hospitalisation de fin novembre à début décembre pour sa prise en charge de la dénutrition, la mise sous Avelox pendant 5 jours, 2 semaines auparavant pour une bronchite, et la thrombose veineuse profonde pour laquelle elle avait été mise sous NOAC par son médecin traitant une semaine auparavant. Alors, aux urgences, l'examen clinique montre des bons paramètres, des relativement bons paramètres, et l'examen clinique en général, hormis une cachexie, ne montre rien de très probant. On a un état général qui est conservé, la patiente est normocolorée, normohydratée, elle n'est pas polypnéique. Elle n'a pas de turgescence jugulaire ou d'adénopathie sensiblement palpable, une auscultation banale, un abdomen souple, dépressible, indolore, pas d'œdème des membres inférieurs. Et alors, l'examen neurologique, elle est bien orientée, elle a des pupilles isochores isoréactives, pas de nystagmus, une poursuite oculaire banale, euh,
une marche normale, un Romberg négatif, un barré tenu, pas de signe de latéralisation, pas de déficit de sensitif ou moteur par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette patiente? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des propositions ou des diagnostics flash à proposer. J'enchaîne alors. Donc, on va faire un bilan de syncope. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tous les diagnostics différentiels des syncopes, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a trois potentiels diagnostics origines à évoquer. C'est l'origine cardiaque, l'origine neurogène et l'origine orthostatique. L'origine orthostatique, elle peut globalement être écartée puisque on a des malaises qui sont aprodromiques, pas de modification de son traitement antihypertenseur récemment, donc c'est assez peu évocateur. Les origines cardiaques, on peut avoir des troubles du rythme, on peut avoir l'embolie pulmonaire, on peut avoir une tamponnade ou d'autres choses. Et l'origine neurogène, on peut avoir des syncopes vagales, mais de nouveau, on a alors plutôt des prodromes lipothymiques à l'avant-plan et on peut avoir des AVC ou des AIT. Chez cette patiente, je pense qu'il est important d'évoquer plusieurs diagnostics flash potentiels. On a cette notion de paresthésie dans l'avant-bras gauche jusqu'au doigt, donc il faut quand même penser à tout ce qui est AVC ou AIT. C'est une patiente oncologique, donc il faut évidemment évoquer des métastases cérébrales potentiellement, surtout qu'elle vient récemment d'être mise sous anticoagulant. Donc on peut imaginer qu'il y a des métastases qui étaient jusque-là silencieuses et qui ont fait une conversion hémorragique dans le décours de la mise sous anticoagulant. C'est une patiente qui a fait une TVP récemment, qui vient d'être mise sous anticoagulant. Elle peut également faire une embolie pulmonaire euh, dans ce contexte-là, si elle ne répond pas bien à son anticoagulant. Et on peut penser éventuellement à un trouble du rythme dont l'origine reste à trouver. Donc on fait évidemment un électrocardiogramme qui ne montre pas grand-chose. Il est sinusal, régulier, normo-axé. Il n'y a pas de franc décalage du segment ST ni de trouble de la repolarisation. Au niveau biologique, il y a plusieurs choses à dire. On a une anémie normocytaire qu'on peut mettre dans le contexte oncologique et dans le contexte des traitements et qui est d'ailleurs stable par rapport à ces derniers bilans sanguins. Le reste de l'hémogramme est globalement banal. On peut noter qu'il n'y a pas de neutropénie qu'on pourrait craindre chez une patiente qui est sous chimiothérapie. Au niveau de l'hémostase, on note des dédimères élevés, mais bon, c'est une patiente qui a eu une TVP une semaine auparavant, donc c'est assez logique. On note également une élévation des troponines et des NT-proBNP et des perturbations des tests hépatiques qui est à mettre dans son contexte oncologique avec l'infiltration par des métastases au niveau de son foie. On a également un léger syndrome inflammatoire qui est stable par rapport aux dernières prises de sang et qu'on peut également probablement mettre dans le contexte oncologique. Alors évidemment, on fait une cinétique des troponines qui est négative. Et donc, je rappelle que le ECG était normal. On fait également un scan crâne qu'on injecte évidemment pour à la recherche de potentielles métastases ou d'un AVC qui ne montre pas de lésion hémorragique ou ischémique récente, pas de stop artériel. On a quelques plages d'hypodance au niveau de la substance blanche, mais qui sont aspécifiques. On n'a pas de rehaussement pathologique après injection de contraste et pas de thrombose au niveau du système nerveux central. On fait également un enjeu CT dans le contexte de potentielle embolie pulmonaire. Au niveau parenchymateux, on a juste une légère hypoventilation, plage d'hypoventilatoire, pardon, en postéro-basal droit. Et au niveau de l'injection, le radiologue a un doute sur une potentielle embolie pulmonaire au niveau également postéro-basal droit. Et donc chez cette patiente, l'urgentiste décide de majorer les doses de NOAC et de l'hospitaliser pour bilan. Alors évidemment, on reçoit une patiente en hospitalisation qui a fait des malaises, qui a un doute sur une embolie pulmonaire avec une élévation des enzymes cardiaques et des pro-BNP, mais qui ne semble pas correspondre en termes quantitatifs par rapport à ce qu'on voit au scanner. Donc évidemment, on pousse le bilan tout d'abord par une échographie cardiaque. Alors fonctionnellement, cette échographie cardiaque montre pas de perte de fonction. On a une FEVG qui est préservée, pas de dilatation des cavités, euh, pas de grosse euh, malfonction valvulaire associée. Par contre, on observe une petite masse au niveau de la valve mitrale, qu'on peut observer ici, euh, qui est qu'on ne sait pas caractériser bien par l'échographie transthoracique. Et donc on pousse ce bilan-là par une échographie transœsophagienne.
Et l'échographie transophagène permet de voir deux masses sur le feuillet antérieur et sur le feuillet postérieur de la valve mitrale, avec une masse qui fait 11 fois 7 mm au niveau du feuillet postérieur et une masse au niveau du feuillet antérieur qui fait 4 fois 5 mm. Ce sont des masses qui menacent d'emboliser, vu leur aspect échographique. Et donc, on se retrouve plutôt face à un diagnostic différentiel de masse valvulaire. Bon, vu la potentielle embolisation au niveau de ces masses, on fait une IRM cérébrale également, qui nous permet de voir qu'il y a plusieurs plages ischémiques disséminées au niveau frontal, pariétal, au niveau cérébelleux également, et une plus grosse plage ischémique au niveau du noyau codé à droite. Alors, pour ce qui est du diagnostic différentiel des masses valvulaires, il faut évidemment penser aux végétations bactériennes, l'endocardite infectieuse, qui est assez la première chose à laquelle on va penser devant une masse valvulaire. On peut également avoir des thrombies, des thromboses de valves ou des endocardites thrombotiques. Et on peut avoir des masses d'origine tumorale, des masses plus souvent bénignes que malignes. C'est rare dans tous les cas. Euh, je vais y revenir juste après. Et puis il y a des phénomènes dégénératifs comme des phénomènes de calcification ou ce qu'on appelle des excroissances de Lemmel, qui sont des phénomènes dégénératifs fibrillaires, mais qui sont généralement assez reconnaissables, qui ont des images échographiques plus typiques. Euh, alors, j'ai passé rapidement sur les masses d'origine tumorale. Alors, les tumeurs bénignes, le myxome est la première tumeur bénigne cardiaque, mais c'est pas la première à atteindre les valves. Donc, la première qui atteint les valves, c'est le fibroélastome. Donc, ça, c'est la deuxième cause de tumeur bénigne, mais il atteint principalement les valves au niveau du cœur gauche, principalement la valve aortique. Et la principale complication, c'est également l'embolisation. Et pour le myxome, ça atteint les valves plus rarement, dans moins de 10% des cas. Ce sont des masses qui ont un aspect un peu gélatineux, et plus vascularisé, et qui peuvent donner plus souvent aussi des pathologies, enfin des dysfonctions valvulaires associées, en plus des complications emboliques. Alors, ici, j'ai retrouvé un case report qui montre que ces tumeurs cardiaques peuvent se présenter de façon atypique. Ici, on a une patiente qui se présentait à la fois avec des syncopes, ce qui est c'est plutôt une présentation typique par l'embolisation, mais également avec un syndrome coronarien aigu. Et donc, on voit que la présentation n'est pas toujours euh, superposable d'un patient à l'autre. Que chez notre patiente, avec une élévation des troponines, on pourrait évoquer éventuellement ce diagnostic. Alors, il faut évidemment caractériser les masses valvulaires par leur aspect échographique et éventuellement évoquer ou non l'endocardite infectieuse puisque c'est la première chose qu'on veut éliminer. Et donc, on va chercher des critères échographiques qui vont nous permettre de nous orienter. Et ça, on va se baser sur l'échogénicité des masses, leur localisation, leur texture échographique, leur forme, éventuellement les pathologies valvulaires associées au Doppler ou d'autres anomalies visibles à l'échographie. Et donc, dans une endocardite infectieuse, on va plutôt trouver des masses qui sont échogènes, qui vont avoir une échelle de gris qui est semblable à celle du myocarde, qui vont se localiser le plus souvent en amont des valves sur le trajet du jet sanguin, qui vont avoir une forme lobulée, amorphe, avec un aspect de végétation. Et souvent, avec les phénomènes inflammatoires et dégénératifs, on va avoir des insuffisances valvulaires associées. Et là, on peut trouver ce qu'on a, des abcès, des fistules ou des pseudo-anévrismes qui vont là vraiment alors évoquer le diagnostic d'endocardite infectieuse. Alors, chez notre patiente, on a deux masses valvulaires qui sont échogènes avec une échelle de gris qui est semblable au myocarde, qui est en amont de la valve. Euh, on n'a pas de dysfonction franche de valve associée, mais donc on n'a pas d'argument franchement pour ni de franc argument franchement contre une endocardite infectieuse. Donc on va devoir un peu se baser sur la clinique aussi. Euh, D'un point de vue, pour revenir rapidement sur l'endocardite infectieuse, donc c'est une infection de l'endocarde du cœur avec notamment le plus souvent au niveau d'une valve, mais ça peut également se faire au niveau d'un matériel implantable. Ça atteint plus souvent les valves du cœur gauche que celles du cœur droit, sauf dans certaines situations précises. Au niveau des facteurs de risque, on voit que l'âge avancé, le sexe masculin, l'hygiène buccale la mauvaise hygiène buccale, pardon, sont des facteurs de risque importants. Le principal facteur de risque reste évidemment les pathologies valvulaires ou les prothèses biologiques ou mécaniques valvulaires. On a également le matériel cardiaque implantable, les cathéters centraux à demeure. Évidemment, l'immunosuppression est un facteur de risque.
La toxicomanie IV aussi. Pourquoi? Parce que ça va entraîner des bactériémies dans les conditions d'hygiène dans lesquelles les patients peuvent s'injecter les drogues, mais aussi parce que les drogues qui circulent peuvent être coupées avec du matériel d'autres, avec d'autres substances qui peuvent endommager les valves, et c'est à ce moment-là qu'on va souvent endommager les valves du cœur droit et donner des endocardites droites. Et puis évidemment, toutes les manœuvres bactériémisantes et notamment l'hémodialyse chronique sont des facteurs de risque également. Et donc on voit que dans ces facteurs de risque, il y a évidemment beaucoup de facteurs qui sont liés à la iatrogénicité, aux manœuvres qu'on fait en hospitalier. Et donc je suis basé sur enfin, si j'ai repris un peu une étude qui date un petit peu, mais qui analyse les endocardites à staph doré, qui montre que dans plus d'un quart des cas, ces endocardites sont quand même liées au traitement intra-hospitalier et aux manœuvres iatrogènes. Donc ça rappelle quand même qu'on a une part de responsabilité dans la prévention de ces endocardites et à rappeler qu'on doit évidemment faire attention et peser la balance bénéfice-risque de tout ce qu'on fait. Alors en termes de clinique, l'endocardite infectieuse, évidemment le premier critère c'est la fièvre. Mais on voit qu'elle n'est pas toujours présente. Dans 10% des cas, elle n'est pas là. On a également des symptômes généraux, des frissons, une anorexie, une perte de poids, des céphalées ou des arthromyalgies. On a également souvent l'apparition d'un souffle de novo ou la modification d'un souffle qui était préexistant. On peut avoir une splénomégalie, alors on peut avoir toute une série de manifestations cutanées, des pétéchies, des hémorragies sous-inguinales, des hémorragies conjonctivales, des nodules d'Osler, qui sont donc des nodules sous-cutanés au niveau de la pulpe des doigts douloureux. Il y a des phénomènes immunogéniques liés à l'embolisation distale. On peut avoir des lésions de Janeway qui sont elles plutôt des macules érythémateuses non douloureuses au niveau de la paume des mains et des pieds. Et des taches de Roth qui sont également l'équivalent en termes de physiopathologie des nodules d'Osler, mais au niveau de la rétine et donc qui sont visibles au fond d'œil. Alors ça, c'est le tableau clinique un peu typique. Il y a des formes beaucoup plus frustres, qui, selon également le type de bactéries qui peuvent donner l'endocardite. Et donc, il faut faire attention à ces phénotypes plus subaigus, qui s'installent plus lentement, dans lesquels la fièvre ne s'installe pas. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de fièvre qu'il n'y a pas d'endocardite infectieuse. Alors, j'ai repris des images pour illustrer un petit peu les lésions dont je viens de parler. On a les hémorragies sous-inguinales, les hémorragies conjonctivales, les lésions de Janeway et les nodules d'Osler. Alors, ça, c'était le tableau clinique classique, mais dans la présentation clinique, on peut aussi retrouver toute une série de complications. Et les complications au niveau cardiaque, donc évidemment la destruction des valves liées à l'inflammation par l'infection, euh, qui peut se compliquer ou non d'une insuffisance cardiaque. Et puis, on a toute une série de progressions locales de l'infection qui peut donner des abcès périvalvulaires, des fistules, ou éventuellement plus rarement des péricardites. Et alors, on a des complications neurologiques, évidemment l'AVC embolique. On peut avoir une embolisation cérébrale qui peut se convertir en hémorragie cérébrale. Et puis, on a la métastase infectieuse avec un abcès qui peut se former au niveau cérébral. Ça peut se compliquer d'une méningite ou d'épilepsie. On a toutes les autres sites peuvent donner des embolisations également, avec des embolisations septiques au niveau de la rate, au niveau des reins ou à tout autre niveau. On peut avoir des abcès métastatiques dans tous ces organes. Et on peut avoir aussi, pardon, des anévrismes mycotiques. Donc ça, c'est des colonisations de la paroi vasculaire par les emboles septiques qui vont détruire activement la paroi et donner des anévrismes qui ne sont pas d'origine fongique comme leur nom pourrait laisser l'entendre, mais liés à l'infection. Et alors, on a les glomérulonéphrite aussi qui peuvent être liés à la circulation de complexes humains, mais qu'on voit de moins en moins, euh, qui est plutôt lié à une évolution de la maladie sur une temporalité un peu plus importante. Et comme on traite de plus en plus les endocardites plus rapidement, on voit de moins en moins ce genre de complications-là. Alors, au niveau microbiologique, on va retrouver évidemment les staphylocoques, principalement le staphylocoque doré, mais aussi les streptocoques, les entérocoques. euh, des infections fongiques beaucoup plus rarement, parfois des BGN, notamment ceux du groupe ASEC que j'ai repris ici dans l'encadré jaune. Bon, ça c'est principalement sur valve native, sur valve prothétique, on a tout un panel de bactéries encore potentiellement qui peuvent donner des endocardites infectieuses. Alors les critères diagnostiques, vous connaissez probablement les critères de Duke. Donc, il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs, c'est les critères microbiologiques avec la présence de plus de deux cultures positives à plus de 12 heures d'intervalle et des critères échographiques avec la présence de végétation qu'on peut qu'on peut considérer comme étant une endocardite compatible, pardon.
Et puis les critères mineurs, c'est la présence d'une fièvre, la présence de phénomènes immunologiques et donc une clinique compatible, la présence d'une seule hémoculture positive, des phénomènes emboliques et des facteurs de risque, notamment les pathologies valvulaires prédisposantes. On voit que pour avoir un diagnostic définitif, il faut les deux critères majeurs ou un critère majeur et trois critères mineurs ou cinq critères mineurs. Mais alors, ce qui est intéressant aussi d'évoquer, c'est que ces critères de Duke ont été modifiés récemment en 2023 avec l'adjonction de certaines notions supplémentaires. Donc, on voit qu'il y a des critères pathologiques qui sont rentrés également dans les critères diagnostiques. Et donc, si on arrive à prélever du matériel, soit de végétation, soit de matériel d'embolisation au niveau systémique, on peut prouver l'endocardite par le prélèvement de ce matériel. On voit que dans les critères majeurs, on a également été rajouté les notions de hémoculture positive pour des germes non typiques, mais alors il en faut trois cette fois-ci au lieu de deux. On voit qu'ils ont rajouté aussi les PCR et les sérologies pour les germes qui sont pas possibles à faire pousser sur les milieux classiques, donc le Coxiella, les Bartonellose, le Whipple. Et alors, on voit qu'ils ont rajouté également les critères d'imagerie par PET scan et par CT comme étant des critères majeurs également. Si on a des lésions qui sont compatibles avec ça, ça fait partie aussi des critères majeurs. On n'a plus besoin uniquement de l'échographie. Et dans les critères mineurs, ils ont rajouté un antécédent d'endocardite infectieuse, la présence d'un matériel implantable qui peut aussi également être un facteur de risque. Alors, chez notre patiente, on a fait une première paire d'hémocultures qui s'est avérée négative. On a fait une deuxième également négative, une troisième négative. J'épargne les autres. La CRP, en dehors de ça, est restée. Bon, ça fait des grands pics, mais globalement, on voit que c'est resté en dessous de, en dessous de 35, ce qui reste des valeurs qui sont peu suggestives d'une infection, ou en tout cas d'un état septique. Et la patiente a gardé un bon état général, elle n'a jamais présenté de fièvre. Donc, on a dû évoquer d'autres diagnostics pour ces masses valvulaires. On a d'ailleurs fait un fond d'œil également qui ne montrait rien. C'est une image, c'est pas l'image de la patiente, mais c'est une image pour illustrer la chose, mais le fond d'œil était normal. Et donc, on doit évoquer les endocardites à hémoculture négative. Et donc, ça, ce sont des endocardites pour lesquels on ne met pas de germe en évidence après plus de trois prélèvements distincts et mis en culture plus de 5 jours. Et donc là, il faut de nouveau considérer des causes infectieuses et des causes non infectieuses. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir des causes infectieuses avec des hémocultures négatives? Parce que quand on a une endocardite, on est censé avoir une bactériémie continue tant que celle-ci n'est pas contrôlée, puisqu'on a des germes au niveau de la valve qui sont envoyés dans la circulation en permanence. Mais il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir premièrement une décapitation des hémocultures par la prise d'antibiotiques, ce qui est peu probable chez notre patiente puisqu'elle a été mise sous antibiotiques 2 semaines auparavant, ce qui est assez, a priori, on devrait avoir un prélèvement positif. On peut aussi avoir des germes qui sont difficiles à faire pousser in vitro. Donc ça, c'est toute une série de germes, notamment les BGN du groupe ASEC dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je les ai mis entre parenthèses parce que avec les techniques laboratoires qui évoluent, de ce que j'ai lu, c'est de moins en moins le cas. Ils sont de plus en plus possibles de faire pousser sur milieu classique. On a également les infections fongiques, les brucelloses, certaines mycobactéries, les mycoplasmes, les légionelles, et alors le Cutibacterium acnes, qui est une bactérie commensale de la peau qui est parfois difficile de faire la part des choses quand on a un prélèvement positif après un certain nombre de temps sur un milieu spécifique parce que on ne sait pas s'il y a contamination ou non. Et puis il y a les germes qui sont des germes intracellulaires et qui ne peuvent pas être mis en culture sur des milieux classiques, notamment Coxiella, la Bartonellose, le Whipple et les chlamydia. Et alors pour ces germes-là, donc les germes difficiles ou les germes entre guillemets fastidieux et les germes qu'il est impossible de faire pousser in vitro, il faut des techniques spécifiques. Ça peut être des PCR sur du matériel prélevé ou sur des végétations, ou ça peut être des sérologies qui peuvent nous aider ou nous orienter dans le diagnostic. Euh, et donc parfois il faut vraiment un prélèvement de végétation ou de matériel embolisé. Alors j'ai repris ici l'algorithme de UpToDate pour ces endocardites infectieuses à hémoculture négative. On voit que quand on a ce tableau, il faut alors se débrouiller pour essayer d'avoir du matériel sur lequel on peut faire une PCR, Coxiella, Bartonella, Whipple et éventuellement les autres, qu'on peut s'aider avec les sérologies Coxiella et Bartonella. Que quand tout ça reste négatif, il propose de faire éventuellement un séquençage métagénomique au niveau du plasma
et si ça c'est négatif, alors de remettre le diagnostic en question. Bon, on n'a pas été jusque-là chez notre patiente parce que, je vais venir après, mais on avait une autre suspicion diagnostique beaucoup plus importante. Et parce que, comme je l'ai dit avant, elle n'a jamais présenté une clinique qui était vraiment compatible avec une endocardite vraiment d'origine infectieuse. Et donc, pour ce qui est des causes non infectieuses d'endocardite, ce sont des causes essentiellement thrombotiques. On appelle les endocardites thrombotiques ou non-bacterial thrombotic endocarditis, qui ont également d'autres noms, une endocardite marastique, verruqueuse, endocardite de Liebmann-Sachs. Tout ça, c'est des noms qu'on utilise dans des situations différentes. On a plutôt tendance à utiliser aujourd'hui endocardite marastique dans les situations néoplasiques et les endocardites de Liebmann-Sachs plutôt dans le lupus. Mais tout ça fait partie d'une même entité avec un aspect au final, enfin, une endocardite avec un thrombus qui est en fait le même phénomène. Alors, on retrouve ça donc, comme je l'ai dit, dans les néoplasies avancées, essentiellement les adénocarcinomes, principalement les adénocarcinomes pancréatiques et mucineux. Je rappelle que notre patiente avait un adénocarcinome pancréatique. On trouve ça également dans les lupus érythémateux disséminés et dans les syndromes des antiphospholipides, soit primaires, soit associés au lupus. Plus rarement, on peut trouver ça dans d'autres pathologies, donc les maladies de Behçet, les polyarthrites rhumatoïdes, mais c'est assez rare. Et puis chez des patients avec des sepsis sévères, et plus récemment, ça a également été mis en évidence chez des patients grands brûlés. Alors, pour faire un peu l'histoire de ces endocardites thrombotiques, ça a été décrit, évoqué pour la première fois par un certain docteur Ziegler qui faisait des autopsies de cadavres et qui a mis en évidence des dépôts fibrineux sur les valves de certains cadavres, sans tirer plus de conclusions. Alors, on a le docteur Liebman en 1920 qui a identifié une forme d'endocardite non infectieuse qui n'était, enfin, qui était en tout cas stérile au niveau des prélèvements et qui n'était pas reprise dans la classification de l'époque. Et 4 ans plus tard, le docteur Benjamin Sachs qui a publié des cas de végétation stérile. Et donc, ils sont venus à créer une nouvelle catégorie, entre guillemets, d'endocardite qui était jusque-là non connue, non considérée, qu'ils ont appelée endocardite d'éthologie indéterminée. Et à ce moment-là, c'était déjà c'est déjà rentré dans les mentalités aussi que c'était associé à des malignités avancées ou à des états très inflammatoires. Et on y associait déjà les termes d'endocardite terminale ou cachectique, puisque ça arrivait chez des patients avec un état général extrêmement mauvais. Et puis est venu le terme marastique un peu plus tard, mais je vais y revenir juste après. Et c'est que 12 ans plus tard que la classification de non-bacterial thrombotic endocarditis est arrivée. C'est le nom qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, pour ce qui est du terme marastique, quand on regarde dans le Larousse, parce que personnellement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, on voit que ça se réfère au mot marasme, qui vient du grec marasmos, qui a la notion de se dessécher, dépérir, se vider de ses ressources. Et il y a plusieurs propositions de définition. Donc, on voit affaiblissement des forces morales, découragement, dépression. On a également une définition plus économique avec ralentissement des activités économiques ou commerciales. Et puis on a une définition un peu plus médicale où on voit qu'il s'agit d'un état pathologique dû à un apport énergétique insuffisant. Il y a toujours cette notion de perdre les ressources euh, qui est là. Il y a également une définition disponible dans le dictionnaire médical de l'Académie française de médecine, pardon, dans laquelle il parle de dénutrition profonde, de sous-alimentation au cours d'une longue maladie ou d'une pénurie alimentaire. Et donc, en fait, c'est un synonyme de la cachexie et donc d'un état de dénutrition avancé. Et donc, on voit que déjà à l'époque, on associait ces endocardites thrombotiques à un état vraiment de dénutrition très sévère qu'on retrouvait soit chez des patients avec une néoplasie très avancée euh, ou des patients avec des états très inflammatoires, notamment dans les lupus. Alors, au niveau physiopathologique, euh, on constate donc qu'il y a des dépôts de fibrines et de plaquettes au niveau des valves. Et contrairement aux endocardites infectieuses, c'est le plus souvent sur des valves saines, ce qui était le cas chez notre patiente. Elle n'avait pas de pathologie valvulaire connue. On voit que ça touche plus souvent la valve aortique que la valve mitrale et encore plus que les valves du cœur droit. Alors, il y a très peu d'inflammation locale, puisque ce n'est pas un phénomène infectieux, mais un phénomène thrombotique. Et l'inflammation, en tout cas dans l'endocarditis infectieuse, a tendance à créer des phénomènes d'adhérence qui ont tendance à retenir les emboles plus que dans ces cas-ci. Et donc, ce sont des endocardites qui sont beaucoup plus génératrices d'embolisation systémique que les endocardites infectieuses. Le mécanisme physiopathologique exact n'est pas connu. D'ailleurs, il y a assez peu de littérature sur le sujet, à part des case reports. Il y a assez peu d'études vraiment à proprement parler. On pense qu'il y a un rôle de cytokines pro-inflammatoires, notamment les TNF et l'interleukine 1,
dans le développement de lésions endocardiques au niveau des valves et que le tout associé à un état d'hypercoagulabilité préexistant aboutit à la formation d'un thrombie avec la migration de cellules mononucléées. En tout cas, quand on regarde ces thrombies au niveau anatomopathologique, on y voit des cellules mononucléées, des plaquettes, de la fibrine et des complexes humains. Donc, comme je le disais, la littérature est assez peu fournie. Donc, on n'a pas une incidence exacte, mais il y a des études autopsiques qui montrent que, on estime une incidence d'à peu près 0,2% de patients dans la population générale, contre 1 à 1,5% dans la population oncologique. Alors, la présence de ces endocardites infectieuses chez les patients avec un lupus ou un SAPL peut nous faire évoquer que les antiphospholipides pourraient avoir un rôle dans la physiopathologie, qui, je le rappelle, n'est toujours pas tout à fait identifiée. Donc, il y a une étude qui commence à dater un petit peu qui avait été menée en 96, qui montre, qui avait analysé au niveau immunopathologique les valves de plusieurs patients avec des SAPL et qui montrait que ces valves, même macroscopiquement saines, étaient remaniées avec des épaississements, de la fibrose, des calcifications et de l'œdème local. On voyait qu'il y avait une effraction de l'endothélium au niveau valvulaire avec des dépôts de fibrine comme je l'ai dit plus tôt, avec la physiopathologie, avec les cellules mononucléées également. Et alors, ce qui est intéressant, c'est l'étude immunohistochimique qui montre des dépôts d'immunoglobulines au niveau sous-endothélial, avec notamment des complexes du complément et des anticorps anticardiolipines. Ce qui suggère que l'anticorps anticardiolipine pourrait avoir un lien avec la physiopathologie de ces maladies, et ça reste encore à étudier un peu plus en détail. Alors, chez notre patiente, on a fait évidemment donc une recherche de facteurs antinucléaires qui est revenue négative et une recherche d'anticorps antiphospholipides qui est revenue négatif également. Et bon, on a un contexte oncologique qui est assez évident chez notre patiente avec un cancer du pancréas qui est, je le rappelle, un des plus grands pourvoyeurs de phénomènes thrombotiques, notamment de ces endocardites. Au niveau du traitement pour ces endocardites thrombotiques, le premier traitement, c'est l'anticoagulation thérapeutique avec de l'héparine, soit de l'héparine non fractionnée, soit de l'héparine de bas poids moléculaire. Les NOAC et les antivitamines K n'ont pas été étudiés dans cette population, donc on ne connaît pas leur efficacité exacte. Alors, il y a une place pour la chirurgie chez certains patients très sélectionnés, mais c'est vraiment extrêmement rare, étant donné le pronostic global de ces patients, leur état général assez dégradé. Et souvent, dans les situations oncologiques, c'est pas à ça qu'on a recours, mais ça peut avoir lieu surtout dans les situations de lupus. Et le traitement principal reste le traitement de la pathologie sous-jacente, puisque ça va traiter la cause, bien sûr. Au niveau du pronostic, on ne connaît pas le pronostic exact, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'études à proprement parler sur le sujet. On sait que le pronostic global est sombre, mais il est intrinsèquement biaisé par le fait que c'est lié à des pathologies très avancées, soit des néoplasies, soit des pathologies inflammatoires extrêmement inflammatoires. Il y a cependant des études qui ont été menées chez les patients lupiques, donc en dehors des contextes oncologiques, et qui montrent que le pronostic neurologique globalement est assez mauvais, avec 25% d'AVC récurrents, 24% de troubles neurocognitifs et quasiment 10% de décès. Alors, pour revenir à la physiopathologie, il y avait les phénomènes de dégâts au niveau des valves qui n'est pas tout à fait connu, mais on sait qu'il faut un état d'hypercoagulabilité, évidemment, pour développer ce genre de pathologie. Et ça, dans les cancers, c'est quand même décrit depuis assez longtemps, avec notamment le syndrome de Trousseau, qui est défini comme des thrombophllébites paranéoplasiques récurrentes ou migrantes chez des patients oncologiques, principalement dans les cancers du pancréas et les cancers mucineux, les adénocarcinomes mucineux. Aujourd'hui, on pourrait plus le définir comme étant la traduction symptomatique de l'état d'hypercoagulabilité, pardon, dans lequel se trouvent les patients avec des néoplasies actives. Alors, en termes de physiopathologie, elle est de plus en plus comprise. On sait qu'il y a des mécanismes directs et indirects qui poussent le cancer à provoquer ces thromboses. En termes de mécanismes directs, la tumeur peut exprimer certains facteurs qui vont favoriser les phénomènes prothrombotiques. Donc, elle peut soit exprimer du facteur tissulaire, qui est le premier déclencheur de la cascade de la coagulation, ou elle peut envoyer également des microparticules tumorales dans la circulation qui vont également exprimer ce facteur tissulaire. Elle peut sécréter d'autres facteurs comme la podoplanine, de l'ADP ou de la thrombine qui vont activer les plaquettes. Et puis, elle peut également exprimer du PAI1, donc l'inhibiteur de l'activation du plasminogène, qui va alors inhiber la fibrinolyse et donc limiter la dissolution des caillots.
Et puis les phénomènes indirects, c'est plutôt la libération de cytokines pro-inflammatoires par ces cellules néoplasiques qui vont engendrer d'une part l'activation des plaquettes directement, soit l'activation et le recrutement des neutrophiles qui vont alors libérer ce qu'on appelle des NETs, donc les neutrophils extracellular traps, qui vont eux recruter tous les composants de la coagulation et entraîner la formation d'un thrombus. Et donc l'un dans l'autre, les mécanismes directs et les mécanismes indirects font que ces tumeurs vont avoir une tendance euh, à provoquer des caillots et un syndrome de Trousseau éventuellement, donc des thromboses à plusieurs niveaux. On peut retrouver donc des thromboses au niveau des membres inférieurs, évidemment le plus classiquement, des embolies pulmonaires, ça peut aller jusqu'à la CIVD et alors évidemment les endocardites thrombotiques. Donc, pour conclure, chez notre patiente, on a conclu à une endocardite thrombotique non infectieuse, donc marastique, dans un contexte de néoplasie pancréatique métastatique, avec une complication d'embolisation dans le système nerveux central. Euh, Elle a été traitée par upgrade de son anticoagulation, par changement de son NOAC par de l'héparine, et elle a poursuivi la nouvelle ligne de chimiothérapie qu'on venait de commencer, et dont on ne pouvait pas vraiment évaluer l'efficacité. Moi, il est resté un truc qui m'a un peu embêté dans ce cas, c'est la troponinémie de cette patiente que j'explique pas vraiment. Donc, elle s'est présentée avec 350 de troponine, avec une cinétique négative. On sait que dans les endocardites infectieuses liées au phénomène inflammatoire, les patients peuvent arriver avec de la troponine simplement liée à l'inflammation locale qui peut engendrer des dégâts au niveau des myélocytes. Ici, par contre, euh, étant donné qu'il y a peu d'études, j'ai vraiment rien trouvé à ce sujet. Donc, on ne sait, je ne sais pas dire si c'est décrit dans d'autres cas. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais on peut imaginer que ce soit lié à la pathologie, mais je ne comprends pas vraiment le mécanisme qui aurait pu mener à cette élévation des troponines. Alors, pour l'évolution de la patiente, il y a eu une ETO qui a été réalisée à une semaine qui montrait une stabilité d'une des deux masses et une disparition de l'autre. Alors, est-ce qu'elle était simplement pas visualisable par l'examen ou est-ce qu'elle avait embolisé ou est-ce qu'elle s'est dissoute? On ne le saura jamais. En tout cas, elle n'a pas été symptomatique de cette embolisation si ça a été le cas. Et le PET scan réalisé il y a quelques semaines montre une régression de la masse primitive et des lésions hépatiques sous le nouveau traitement par gemcitabine et Abraxane. Et cette patiente est toujours en vie actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Pas si vous avez des questions. Est-ce que tu peux revenir sur le traitement anticoagulant parce que on a tendance à toujours donner des NOAC, même chez des patients qui ont des néoplasies, des thrombophlébites à répétition. Il faut surtout éviter les antivitamines K parce qu'ils sont efficaces, mais les NOAC dans les situations de thrombophlébites paranéoplasiques sont-elles efficaces ou est-ce qu'il faut préférer les héparines? Alors, je pense que c'est démontré dans les TVP à répétition chez ces patients, mais en tout cas pas dans les CIVD et encore moins dans ces endocardites parce que il y a pas d'études en fait. Il y a que des cas cliniques, quasiment que des cas cliniques et des revues de littérature qui sont basées que sur ces cas cliniques. Et donc, il n'y a jamais eu de vraies preuves que ça fonctionne sur l'endocardite en question. Probablement que c'est le cas si on réfléchit en termes de physiopathologie, de mécanisme d'action. Euh, mais ça reste à prouver. D'autant plus que cette patiente était déjà sous un NOAC, donc la seule chose qu'on pouvait faire chez elle, c'était de passer à de l'héparine. À supposer que le traitement soit extrêmement efficace et donc on arrive à une rémission complète de sa néoplasie, que va devenir cette endocardite? Elle va régresser aussi? Elle va probablement se dissoudre doucement, et si on gère le mécanisme causal, le phénomène va arrêter de s'entretenir, et avec l'anticoagulation, probablement que ça va disparaître, oui. Et le PET, il disait quoi au niveau de la valve? Le PET ne décrivait pas la valve. Il y avait une prépa. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Juste une petite question pour cette patiente. Pourquoi est-ce qu'on a exclu les hypothèses de tumeurs bénignes? Ben, on l'a pas réellement exclu. Simplement, on s'est vraiment basé sur on s'est vraiment basé sur la présentation clinique et la probabilité étant donné toute la clinique et toute l'épidémiologie de cette maladie ne faisait que suggérer que ça ne pouvait être que ça d'une certaine manière. Maintenant, c'est clair que si ces lésions
ne bouge pas euh, dans le futur. Bon, c'était déjà le cas après une semaine à l'échographie transœsophagène, donc c'est assez peu évocateur, mais c'est clair faudrait potentiellement aller chercher plus loin. Maintenant, pour ces tumeurs bénignes, la solution, c'est une chirurgie qui, dans l'état général que cette patiente présentait à ce moment-là, de toute façon, n'est, à mon avis, pas envisageable étant donné son état de cachexie, son état assez dégradé. Maintenant, peut-être que ça pourrait être le cas dans le futur, mais sa néoplasie reste de mauvais pronostics, donc je ne pense pas qu'une balance bénéfice-risque serait en faveur de faire une opération valvulaire chez cette patiente, quoi qu'il arrive. Mais on n'a jamais vraiment exclu ça, c'est clair. Tu fais le parallélisme avec le Lippmann-Sachs dans le cadre des antiphospholipides. Et Mhm. là, justement, les NOAC ne sont pas très efficaces. Il faut justement passer aux antivitamines K. Comment tu expliques ces différences? Alors, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il faut mettre de l'héparine dans les deux cas. Oui, sûrement, oui. Mais Euh, tu ne sais pas donner des NOAC que pour les ouais, antiphospholipides. Il faut vraiment ouais, passer aux antivitamines K. oui, bien sûr. Euh, je n'explique pas vraiment, mais j'ai pas bien compris la question. Bien, Parce il que, y a un parallélisme qui est oui, fait entre l'endocardite marastique d'une part ouais. et le Lippmann-Sachs qu'on observe dans les antiphospholipides, mais leur traitement est fondamentalement différent à long terme. Le traitement du mécanisme causal, parce que Non, l'endocardite en elle-même, le traitement reste l'héparine dans les deux cas. oui, au départ, mais après, tu mets souvent les patients qui ont un syndrome d'antiphospholipides sous des antivitamines K. Il ne faut pas donner des NOAC, ça Mhm. ne marche pas. Mais dans le cas de cette patiente, on pourrait... enfin, non, je ne sais pas. Je Ok, ne d'accord. comprends pas bien. Mais il y a probablement On le une fait parce qu'on est différence entre la... obligé d'une certaine manière, parce qu'à long terme, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais dans l'absolu, il faudrait continuer à traiter avec de l'héparine tant qu'il y a une lésion valvulaire au niveau de l'échographie, je pense. Ok, Après, d'accord. voilà, Ou la mettre sous citron. elle Oui. pourrait essayer, mais on sort des sentiers battus d'une certaine manière. Mais il n'y en a pas vraiment, comme je l'ai dit. Donc, Et t'as combien de recul là par rapport à l'hospitalisation et maintenant? c'était fin janvier, donc Hmm. 2 mois. Et elle a une échographie de contrôle prévue semaine prochaine, je pense, ou dans 2 semaines, transœsophagienne. Ok. Dans le chat, un petit commentaire qui dit que c'est un cas vécu et qu'en général, malheureusement, les gens meurent Ouais, de leur néoplasie et pas tellement de l'endocardite. ouais, ouais, oui. Le pronostic, c'est pour ça qu'on ne connaît pas exactement le pronostic exact, mais qu'il est fortement mauvais, mais biaisé par l'avancée de la maladie dans laquelle ces patients se trouvent la plupart du temps. Il y a encore d'autres questions? Non. Je peux poser. Oui. On n'entend pas. Le micro est coupé. Voilà. Donc, en fait, je connais un cas qui a un jeune de 52 ans qui a double valve mécanique. Et effectivement, il a des petites absences comme des chutes de tension et on ne trouve pas de cause. Donc, est-ce qu'on peut orienter le diagnostic vers cela, de faire des échographies cardiaques? Est-ce que vous avez entendu les mêmes problématiques avec les valves mécaniques? J'imagine que ce patient a des échographies régulières dans le contexte de ses valves mécaniques. Euh, Mais c'est un phénomène nouveau, donc effectivement, plein journée, il a une sorte de chute de tension qui n'est pas une, parce qu'il dit absence, il sent qu'il doit s'asseoir, il doit Mhm. boire, mais voilà, la tension est normale, neurologique tout normal, CT scan cérébral normal, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose, on n'a pas pensé à des infections ou des problèmes au niveau des valves parce que l'échographie, peut-être qu'il faut la réexplorer. Même sans pathologie, enfin même sans endocardite à proprement parler, la valve mécanique peut causer elle-même des Oui, embolisations s'il est oui, sous en syntron. il est Euh, sous Saint-Tron. Il est sous Saint-Tron. bien dosé. Bah, justement, c'est quoi? Bah, maintenant, il est peut-être parfois à 2,5 et NR 2,5, 3. Faut-il augmenter? Je ne sais pas. Bah donc oui, si le bilan,
initial est assez rassurant. Il faudrait peut-être pousser par une IRM cérébrale et, IRM cérébral, lui, il a un CT scan, mais c'est peut-être une IRM. bah, Merci beaucoup. chez notre patiente, le CT aux urgences était négatif. Et c'est l'IRM par après qui a permis de voir qu'il y avait des C'est vrai qu'il multiples n'y a pas eu couches d'IRM. de petite taille, mais qui n'étaient pas visibles au scanner. OK. Merci beaucoup. Merci.